Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Alain Nguyen qui est chercheur, mais pas que, tu vas nous expliquer et on va parler de l'IA au service de l'analyse cognitive. En gros, vous avez conçu un programme, alors il n'y a pas que du programme, il y a aussi j'imagine un peu d'appareils, de caméras, voilà tout ça qui va permettre en fait d'analyser et de repérer la situation cognitive et l'évolution cognitive d'une personne, d'un patient, d'un résident. Tu vas nous expliquer, je pense ça bien mieux que moi. Ce que je te propose dans un premier temps, c'est de te présenter. Bonjour Arnaud, donc merci de m'avoir invité à ce podcast. Donc je m'appelle Alain, certains me connaissent sous le nom de Long, donc Alain ou Long ou bien Alain de Long, comme vous voulez. Ah, moi, c'est comme ça que j'aime bien t'appeler, mais Voilà, donc j'ai un parcours avec beaucoup de virages, on va dire. J'ai commencé avec une formation en finance de marché. C'est pas tout à fait l'environnement que j'aimais travailler, donc j'ai fait un pivot, comme on dit dans le monde de start-up, dans le monde un peu plutôt start-up technologie. Et puis j'ai entamé une réorientation avec un master en machine learning. C'était à l'époque déjà un sujet très tendance, mais pas à ce niveau-là actuellement. Et après ce master-là, donc j'ai continué tout naturellement en thèse à l'école des mines de Saint-Étienne. C'était une thèse CIF financée par l'entreprise stéphanoise MJ9, parce qu'ils ont distribué les appareils innovants dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, pendant ces 7 dernières années. Et le constat sur le terrain, c'est qu'il manque vraiment les outils pour aider les équipes à faire des évaluations cognitives, donc dans le cadre d'un test ou dans le cadre d'un monitoring un peu dans la durée. Donc voilà, c'est porté ce constat-là qu'on a structuré un peu le sujet thèse qui a beaucoup évolué pendant 4 ans. Donc j'ai soutenu ma thèse l'année dernière, au mois de juillet. Et suite à ça, le FIP entrepreneurial il est toujours là. Donc j'ai réussi à convaincre toute l'équipe en 4 ans de thèse de me suivre dans l'aventure Atmeltia, qui est une nouvelle start-up issue de cette thèse. Et pour expliquer le concept un peu plus en détail, je prends toujours un analogue avec la santé physique. Donc si on a un symptôme, le médecin nous prescrit une prise de sang pour pouvoir faire une extraction des biomarqueurs. Voilà, donc à partir de ces biomarqueurs, les médecins font leur diagnostic. Mais pour tout ce qui est santé cognitive, il n'y a pas l'équivalent. Donc c'est plutôt des entretiens individuels avec des observations humaines pour pouvoir évaluer l'état cognitif de la personne. Donc quand on parle de l'observation humaine, donc même si la subjectivité, c'est nécessaire dans les observations cliniques, bah, il y a beaucoup d'erreurs inter-observateurs. Et aussi, ça crée un peu vraiment un goulot d'étranglement au niveau de la recherche, au niveau un peu de la prise en charge. Donc preuve, c'est que depuis 30 ans, il n'y a pas vraiment un traitement curatif pour la maladie d'Alzheimer. Parce que c'est vraiment sur la base des entretiens individuels. On peut pas, c'est pas scalable, c'est pas standardisé. Ah, donc sur cette idée-là, on a réfléchi, donc on pense de construire une IA qui est capable de sortir l'équivalent avec des biomarqueurs dans la santé physique. On appelle ça des marqueurs cognitifs pour pouvoir quantifier, standardiser l'état cognitif d'une personne. ouais, je comprends. C'est vrai que c'est très logique, hein, parce que tu parles de la biologie, je pense aussi à une radio. Tu fais une radio, tu en fais plusieurs.
bah, tu vois exactement, l'évolution, je sais pas, d'une fracture qui se remet ou qui se remet pas et tout ça, que sur tout ce qui est plutôt cognitif, ouais, c'est de l'interprétation et du coup, en fonction, bah, de la personne et même si ça change d'interlocuteur. Tu vois, je sais pas, tu fais un entretien, c'est la psychologue, c'est un médecin, en fait, bah, si c'est pas le même médecin, il peut percevoir un peu différemment exactement. et c'est très dur de tout formaliser, en fait, c'est même impossible. Tandis que si on a un outil, en fait, hein, qui est beaucoup plus, en fait, ben, basé sur l'IA, sur l'informatique, qui va être, beaucoup plus fiable dans le sens, qui va avoir toujours la même forme d'interprétation, ce sera quand même beaucoup plus précis, quoi. Exactement. Mais cette situation un peu déconnecté avec le terrain et cetera. C'est pas qu'en France, hein, si tu as suivi un peu le débat politique, à un moment, Donald Trump, il a demandé à Biden de passer un test MoCA. C'est un test qui est créé en 1996. C'est un test sur papier et crayon. Tu vois, à l'ère d'IA, on demande au président, des États-Unis de faire un test sur papier et crayon. Mais dans la question, c'est que, pourquoi on n'est pas capable de créer, quelque chose, qui est à l'équivalent avec des biomarqueurs. C'est Ouais. qu'en fait, dans l'état de l'art, on demande que toute l'observation humaine doit être multimodale. C'est-à-dire, il y a le visuel, il y a l'audio, il y a les gestes, tu vois? Tout confondu parce que, je prends l'exemple de l'ironie. Si là, par exemple, tu n'as pas, ma caméra, tu n'as pas le visuel, tu as que ma voix, tu penses peut-être, que je suis énervé, mais en fait, c'est de l'ironie, si tu vois un peu mon visage, tu vois? Donc, l'observation humaine doit passer, par la multimodalité, d'autant plus que, par exemple, les patients d'Alzheimer, ils ne s'expriment pas comme nous. Quand ils sont heureux, ils ne vont pas dire, que je suis heureuse, ils ne vont pas sourire, par exemple. Donc il faut chercher un peu plus d'informations dans la prosodie. La prosodie, c'est le sentiment caché dans la voix, dans l'intonation, la pause, les silences et cetera. Aussi peut-être juste le regard qui change. Donc il faut chercher dans ce genre de choses. Mais c'est pas facile parce qu'en littérature, heu, on a un verrou scientifique, c'est que, par exemple, heu, une vidéo, le taux d'échantillonnage, c'est 24 images par seconde. Alors, l'audio, c'est 44 000 d'infos par seconde. Donc déjà, il y a un décalage entre les 2 taux d'échantillonnage. Donc c'est très difficile de pouvoir aligner les modalités dans le temps. Et c'est justement, ce qu'on a travaillé pendant ma thèse, pendant 4 ans, qu'on cherche à aligner de façon intelligente avec les réseaux neurones qui cherchent, un mécanisme qui s'appelle auto-attention pour pouvoir aligner des mots-clés, dans une consultation, dans une séance thérapeutique, mais pas que mot par mot, comme on cherche à faire classiquement. Et donc ça aboutit à une nouvelle architecture qu'on a publié dans une revue scientifique avec un comité de lecture qui constitue un peu notre technologie, propriétaire. Et c'est vraiment le socle de notre, application. Ouais. C'est vrai qu'en fait, mesurer l'expression et le cognitif, en fait, le vrai sujet aussi, c'est que c'est ultra complexe. C'est énormément d'informations qu'on peut pas capter et formaliser, comme ça et enregistrer immédiatement. C'est vrai qu'une radio, c'est peut-être plus basique, une prise de sang aussi, c'est un chiffre, un indicateur. Mmh. OK, c'est vrai que là, tout ce que tu dis, c'est vrai que si on prend la question de l'ironie, bah, c'est des choses quand même tellement subtiles dans l'expression, sur les troubles cognitifs, sur la capacité de réaction, sur la justesse. Il y a plein, plein de choses. Hem, je pense, c'est vrai que quand tu dis des marqueurs, c'est vrai qu'il y a les marqueurs biologiques, on en voit plein, on les connaît un peu sur les prises de sang, sur le bilan sanguin. C'est quoi les marqueurs cognitifs? Sur quoi vous appuyez pour, en fait, pouvoir juger et déterminer une évolution ou une aggravation? C'est très bonne question. Je prends un exemple sur un marqueur cognitif sur que le langage. Hem, En tant qu'orthophoniste, heu, normalement, quand on fait une consultation, on n'arrive pas à compter les nombres de mots parlés par le patient pendant la séance. On est d'accord? Parce que, on ne peut pas à la fois faire une consultation et compter les mots. Mais, J'imagine l'orthophoniste qui compte les mots en direct avec un tu vois, soit de tête, soit avec un petit outil où il tu vois, comme les gens qui comptent les voitures sur la route, tu vois? Mais en même temps, ouais, c'est pas possible, quoi. voilà, exactement.
Et donc notre IA, il est capable de compter, des mots pendant la séance et en plus, il va classifier en fonction de sujet, il va être adaptif. Parce que plusieurs observations qu'on a fait, hein, c'est que les patients d'Alzheimer, ils n'utilisent pas des structures de phrases complexes. Ils utilisent peut-être une part de la phrase et cetera et donc le fait de pouvoir quantifier, la répartition, des mots, aide dans le suivi dans le temps. S'il y a des adaptations, s'il y a une amélioration dans le langage du patient. Il y a d'autres marqueurs aussi, par exemple, toujours sur la voix, hein, notre IA, ils sortent des marqueurs très, très physiques, par exemple, l'intensité, la fréquence de la voix, les choses que normalement l'oreille humaine est incapable de capter. Et puis après, au niveau d'hygiène, on peut citer aussi des marqueurs émotionnels. Ça va pas être des émotions, statiques comme, la colère, la tristesse, mais c'est plutôt, qu'on appelle ça dans la littérature, heu, l'émotion continue. C'est la valence et l'activation. C'est ces 2 axes-là qu'on positionne un peu les émotions des patients pour pouvoir quantifier dans le temps. Là, c'est Qu'est-ce des qu'on cherche? exemples. Par rapport à l'émotion, c'est quoi le qu'est-ce qu'on cherche en fait? Qu'est-ce qui peut donner une indication de trouble cognitif par rapport à l'émotion? Parce que le 1er symptôme un peu, de la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas la perte de mémoire, mais c'est de l'apathie. Donc l'apathie, c'est, la perte de toute motivation, la perte des émotions et cetera. Donc le fait que de pouvoir mesurer, quantifier, l'émotion dans le temps, bah, ça nous donne beaucoup d'indicateurs, beaucoup d'indications sur que l'état un peu, cognitif de la personne. Ouais. Ça, c'est fou parce qu'autant, tu vois, le nombre de mots avec l'IA, si tu mets une retranscription un peu classique, Mmh. tu peux le calculer facilement, tu vois? C'est ça aujourd'hui, ça se fait. Mais c'est vrai que la question de l'émotion, comment en gros, comment ça marche? Comment tu fais pour voir si la personne, elle exprime une émotion? Alors est-ce que la question c'est, est-ce que soit elle exprime rien et du coup on se dit: «OK, c'est un signe» ou est-ce que c'est un changement d'émotion ou un type d'émotion qui fait qu'on peut repérer un début de symptôme? Et surtout, comment on mesure une émotion? C'est une très bonne question. En fait, la recherche, de l'IA sur l'émotion, c'est une, discipline qui n'est pas nouveau, hein. C'est depuis, 20-30 ans. En fait, on utilise, des bases données, collectées, par d'autres universités sur que le visuel, mais aussi sur la voix, des personnes. Et puis, il y a 2 types de, catégorisation. Soit c'est, un professionnel de santé, normalement c'est une psychologue, qui va catégoriser, l'émotion de la personne. Soit c'est du, autodéclaration, c'est-à-dire la personne, ils vont déclarer, l'émotion, qu'elle ressentit le plus, dominant à ce moment-là et après on entraîne des modèles d'IA qui fait la liaison, qui cherche un peu des patterns, ou des représentants des signaux faibles pour pouvoir, arriver à la conclusion sur l'émotion. Donc ça, c'est un travail qui existe déjà dans le monde de la recherche. Notre plus-value ici, c'est en fait, de combiner, les modèles sur la voix ou le modèle seulement sur le visuel, dans les mêmes modèles qui est multimodal. Ouais, je comprends. Parce que du coup, si on vient à ce que vous faites, moi j'ai vu v tester votre, enfin je l'ai même testé, ouais, le programme où en fait on est sur un système avec des caméras, ou au moins une. Moi à l'époque, il y en avait une, mais du coup vous avez peut-être élargi pour avoir un groupe et l'idée c'est vrai que c'était l'utilisation, bah, de la Tower Tafel avec MJ Innov où en fait, on avait en direct ouais, un pointeur, en tout cas la caméra qui filmait le visage et sur le visage, on avait en direct, l'émotion qui apparaissait et ça permet de enfin qui était retranscrite et du coup, ça permet de dire: «Bah, voilà, telle personne, elle a eu, pendant ce moment-là, elle a eu un sentiment de bien-être. Là, il y a eu peut-être un petit moment de peur. Là, il y a eu un moment de tristesse ou de mélancolie» et du coup, on mesure précisément, le ressenti de la personne à un moment donné, en fonction de telle et telle condition et combien de temps et tout ça. C'est ça l'idée, mais du coup, j'ai envie de dire aussi là encore, comment ça marche? Et est-ce que c'est bien ça que vous faites? Heu, j'ai tendance à dire tu as une très bonne mémoire parce que la le démo que j'ai fait, ça date, il y a 2 ans, je crois.
Et ça, c'est vraiment les premières versions un peu de notre IA. Et depuis, ça a beaucoup évolué avec l'arrivée un peu des modèles de langage de type un peu ChatGPT, Gemini, Claude. Et à la sortie de ma thèse, j'ai construit une nouvelle architecture pour pouvoir combiner un peu l'IA prédictif, donc l'IA classique, dans les modèles de langage. Et cette IA, maintenant, il prend une forme d'une chat qu'on peut discuter avec notre IA. Il a un nom, il s'appelle Marco. Il n'est pas italien. C'est juste que Marco, c'est marqueur cognitif. Donc, on peut discuter avec cette IA-là. Ils comprennent les vidéos. Et puis, il connaît aussi l'état de l'art, de la neuroscience, de la psychologie. Donc, il est vraiment entraîné dessus. Et donc, la question hardware, c'était un des sujets pendant ma thèse. Mais à l'heure actuelle, on a décidé de concentrer seulement sur le logiciel et on ne s'occupe plus de la partie un peu hardware. Parce que c'est une roadmap un peu plus compliquée, un peu plus longue de pouvoir faire des machines en même temps. Donc là, notre Maco, il est sur le cloud, il est hébergé sur un hébergeur de données santé, parce qu'on est en France, on est obligé. Et il est sans un ChatGPT, si tu utilises. La différence, c'est qu'ils comprennent les vidéos. Parce que encore une fois, ChatGPT, tout ça, il comprend les images. Mais il y a le troisième axe, c'est la temporalité. Donc, ils ne comprennent pas. Et notre IA, il est capable d'analyser une vidéo, donc c'est-à-dire le médecin, si c'est une consultation directe, il va demander filmer le patient, ou sinon dans une consultation en ligne, une téléconsultation, c'est tout naturellement. Après la séance, avec l'accord bien sûr du patient, il va injecter dans notre IA et l'IA va aider à rédiger un compte rendu avec tous les marqueurs cognitifs de la séance. OK. OK, c'est clair. Du coup, ouais, aujourd'hui, vous l'avez testé comment et qui l'utilise? Ou dans quel Euh, contexte ça s'utilise, de manière la plus naturelle, la plus évidente? pendant ma thèse, on est allé collecter les données dans 10 EHPAD en alentour un peu de Saint-Étienne, avec une population environ 100 résidents. On a eu l'accord du ministère de la Santé sous forme CPP, donc un comité de protection personne, pour pouvoir collecter ce dataset. Et après qu'on a construit Mako, on a fait tester dans une petite échelle à une communauté des psychologues, des neurologues, mais aussi des médecins gériatriques. Et prochainement, on va collaborer avec des lieux, des tiers lieux d'expérimentation, comme on appelle ça, dans les hôpitaux pour pouvoir faire un test en grande échelle auprès de plusieurs praticiens. C'est un peu dans le démarche de la co-conception parce que à l'heure actuelle, Marco il est capable de sortir une trentaine de marqueurs cognitifs. Mais l'idée, c'est de vraiment proposer un catalogue adapté à chaque métier. Un orthophoniste, il ne va pas être intéressé aux marqueurs un peu sur la motricité qu'un kiné ou d'autres médecins qui sont intéressés sur le mouvement du corps, et cetera. Donc l'idée, c'est de vraiment faire une démarche de co-conception avec ces praticiens. Ouais, je comprends. L'usage, c'est vrai que pour un orthophoniste, c'est super intéressant et c'est vrai qu'encore plus si c'est en visio, parce qu'en plus en visio, tu peux avoir le côté où tu perds un peu de peut-être d'informations parce que tu as pas la personne vraiment en face de toi, donc tu peux rater quelques informations, quelques signaux. Hem, Tout à fait. Au-delà de ça, ouais, Oui. psychologue. Au niveau médecin, ce serait dans quelle spécialité? Hormis gériatrie pour la maladie d'Alzheimer, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Les neurologues, tout naturellement. Neurologue? Ouais, pour tout ce qui est atteinte, Après, il y a atteinte cerveau et troubles cognitifs associés, quoi. après il y a des métiers, médicaux que j'ai pas envisagé au début, mais ils m'ont contacté, par exemple, une école de kiné, parce que selon eux, Marco pourrait leur aider à analyser un peu les patients qui ont subi des opérations de la gorge et la langue.
Donc ces personnes-là, elles ont du mal, à prononcer et donc ils ont besoin des séances de rééducation pour la prononciation et actuellement, ils font des entretiens d'hygiène avec ces patients-là parce qu'il y a une démarche d'automassage, pour que ces personnes-là, heu, prennent l'habitude avec, les changements de leur corps et donc ils font des entretiens déjà en téléconsultation. Ils ont des vidéos disponibles et ça les aide à aller plus vite avec Marco. C'est-à-dire au lieu de passer, 30-40 minutes, après les consultations à rédiger des comptes rendus, voilà, avec Marco, ça passe très, très vite. Moins de 5 minutes, Marco, il sort, un compte rendu. OK. Ouais et puis ça permet peut-être aussi d'aller plus loin et de voir d'autres choses, non? C'est ça après tout l'enjeu. Oui, exactement, parce qu'en fait, Marco, il est basé sur une modèle langage, hein. Il a des outils d'IA prédictifs, mais surtout, il est basé sur des modèles langage. Donc ça veut dire quoi? Donc je prends toujours, une explication très simple. Un modèle langage de type un ChatGPT, Gemini, tout ça, c'est comme si c'est quelqu'un qui a tout lu les livres, tout lu les papiers scientifiques dans le monde. Donc en fait, quand on connaît trop, on connaît rien. Ça veut dire que, par exemple, pour un même mot, quand on change de contexte, c'est pas la même signification et donc Ouais. le fait que Marco, il est réentraîné sur un état de l'art beaucoup plus restreint dans la santé déjà et puis dans le neurosciences, dans la psychologie, ça lui permet d'être très, très performant dans ce genre de choses et surtout, c'est qu'en fait, on les données, les connaissances, médicaux doublent tous les 2 mois. En tant que médecin, c'est assez compliqué, de pouvoir suivre toute l'évolution et d'avoir Marco à côté qui connaît tout ça. Il est branché directement dans l'état de l'art. Donc il connaît, il est comme un collègue, qui peut, rédiger des recherches, des nouvelles, avancées, des nouvelles tendances et cetera. OK. Ouais, du coup, là, vous êtes même au-delà de l'outil de mesure, c'est quasiment un peu l'assistant médical, quoi. Voilà, exactement. Parce que le constat actuel, c'est que, j'étais dans un hôpital, psychiatrique, il y a 2 semaines. J'ai remarqué que les médecins, utilisent, un peu de l'IA génératif. C'est ce qu'on appelle ça un peu du shadow AI. C'est une problématique, hein, c'est que, normalement les données santé devaient être hébergées sur que les hébergeurs de données santé. Il y a toute la question un peu, les données, sensibles aux patients. Non, normalement, on ne peut pas utiliser, l'IA génératif un peu généraliste qui est basé on ne sait pas où. Donc, l'idée aussi, c'est que de pouvoir proposer une IA qui est française, qui est basée sur un hébergeur de données santé en France, en Europe et de fournir, un outil, performant au quotidien. OK. Non, c'est clair. C'est quoi les prochaines étapes? Les prochaines étapes, donc, là, j'ai besoin un peu de pause. Dans les vacances qui arrivent, on va faire, vraiment des pauses, bien méritées et puis, en septembre, on entame des essais à grande échelle et puis aussi, on fait des recherches de fonds, de financement. Parce que pour le moment, on est aidé beaucoup par l'État avec beaucoup de subventions, parce qu'on est labellisé DeepTech. Mais, pour la phase commercialisation, on a besoin encore plus de fonds. Donc on va commencer cette démarche-là. OK. Au niveau des EHPAD, est-ce qu'il y a un sujet de, comment les EHPAD peuvent aider? Bien sûr, c'est, le cible, d'utilisation de Marco. Bon, il y a des praticiens dans les, cabinets, de ville, mais aussi des structures, comme des hôpitaux, des EHPAD avec une formule, un peu collaboration, c'est-à-dire, plus de comptes. Heu et sur cette partie-là, je vais, appuyer, sur que, le savoir-faire, mais aussi le network, de NG9, hein, qui sont un acteur majeur sur le marché, du médico-social depuis, 7 ans. Donc c'est eux qui vont, m'accompagner dans la distribution au niveau, des EHPAD. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'obligations, légales, réglementaires, par exemple, des tests MMS, à l'arrivée des, nouveaux résidents, mais aussi tous les 12 mois, il faut faire un nouveau test, et cetera
Et mon point de vue, c'est que c'est un peu comme dans les cabinets dentaires ou dans les cabinets ophtalmologues. À un moment, il y a des assistants dentaires qui puissent faire certains actes et le médecin, grâce à des outils numériques, il passe moins de temps finalement à faire des actes un peu manuels. Par exemple, quand j'étais dans consultation ophtalmologue, il y a orthoptiste qui manipule un peu les machines, il y a plein de conduits qui est déjà générés et j'ai rencontré vraiment le médecin 5 minutes à la fin. Il lit rapidement le conduit après une valide, il me donne des conseils. Dans le monde un peu du radiologie, c'est un peu comme ça aussi, comme l'IA elle devient très, très performant en radiologie. Donc les radiologues, actuellement, ils passent plus de temps sur le patient. Ils concentrent un peu plus sur la relation humaine et ils laissent un peu l'IA accompagne au niveau de la précision. Ouais, pour décider plus vite et avoir une info peut-être plus précise et du coup, se pencher sur autre chose. Tu penses qu'il y a des évaluations qui pourraient être faites, plus facilement, plus rapidement? Numérique? Évidemment, parce que les tests actuellement, on ne peut pas laisser Mako faire des tests parce qu'ils sont protégés par les droits d'auteur. Il y a un sujet, il y a une roadmap qu'on est en train de travailler hein, pour créer soit notre propre test, soit combiner tous les tests existants dans un système d'IA génératif qui génère des tests dynamiques en fonction du profil des patients. Parce que le problème actuellement, c'est des tests standards Ouais. pour tout le monde. Et ce que Mako peut apporter actuellement, c'est qu'il va enrichir le résultat des tests. Parce que quelqu'un qui galère pour faire un test MMS et quelqu'un qui galère pas, bah, toutes ces informations extra-test, les émotions qui vont avec pendant le test, sont pas pris en compte pendant le test. Et on peut imaginer une interaction très fluide. C'est-à-dire le médecin, après une évaluation, il peut partager, à la fois le résultat du test et la vidéo pendant le test et Mako, il s'occupe d'écrire le rendu final. Il combine les 2 résultats. Ouais, je comprends. Il y avait un sujet aussi parce que là, du coup, c'est les capacités cognitives, donc sur le temps de réaction, sur la manière dont on réagit et tout ça. Est-ce que vous avez un sujet aussi sur, peut-être la santé mentale à travers les émotions? Tu vois, repérer quelqu'un qui va être peut-être, bah, sur un schéma un peu plus à se replier sur soi, un peu dépressif, un peu perdu, peut-être la peur et tout ça. Est-ce que c'est un sujet? Exactement, on a une connaissance, beaucoup en santé cognitive qu'en santé mentale parce que c'est naturellement notre, recherche basée dessus. Mais, il y a, par exemple, le CH, le Vignatier et Saint-Jean-de-Dieu sur Lyon, qui commencent un peu à travailler avec nous, avec leur structure Digimentaly, qui est le tiers-lieu exploitation des nouveaux outils. Ils sont intéressés parce que pour eux, les marques cognitifs, c'est, très utile, dans d'autres, pathologies, hein, que pas que en santé cognitive comme Alzheimer, Parkinson et cetera, mais dans la dépression, les troubles et cetera. Il trouve qu'il y a tout à fait une utilisation possible dans la santé mentale. OK. Nickel. Du coup, c'est vraiment impressionnant de voir à quel point les choses, elles peuvent évoluer et qu'il peut y avoir des outils alors basés sur l'IA, on a vu l'explosion, mais se dire que c'est presque des infos sur lesquelles moi je me dis: «On n'aurait pas pu penser que c'est des informations qui peuvent être disponibles comme ça, en fait», tu vois? C'est le genre de truc, basé sur l'émotion des gens, bah, en gros, on saura jamais vraiment, on pourra jamais vraiment le mesurer, tu vois? Mmh. Extérieurement. Que Oui, d'une manière autodéclarative comme tu l'as dit et c'est vrai que c'est impressionnant et c'est vrai que malgré tout, on voit le fait de voir une personne, souvent c'est assez instinctif, mais tu vois, tu te dis: «Bah, OK, elle a l'air, d'aller bien, elle a l'air de pas aller bien» et c'est moi, je trouve que c'est toujours assez fou là, cette question basée sur les données, mmh mh. sans mesurer précisément et d'interpréter derrière, d'une manière ultra fiable. Oui, l'IA avance très, très vite, je suis d'accord avec toi. Des fois, ça fait peur. Même moi, je suis chercheur en IA et ça me fait peur. Mais notre vision est très claire. Cette dementia, avant que l'IA remplace l'humaine, si c'est le cas un jour, hein, il faut que l'IA aide l'humaine dans les troubles cognitifs.
J'ai rencontré un médecin qui m'a fait une phrase de synthèse d'Atmensas, c'est super joli. C'est que les réseaux neurones artificiels viennent au secours des réseaux neurones organiques. Mmh. Ouais, c'est ça, en aide et en soutien et pour gagner du temps, pour se refocaliser sur ce qui est important. Quand tu dis: «Ça te fait peur», qu'est-ce qui te fait peur? Heu, Qu'on a des pouvoirs, il faut avoir la responsabilité qui vont avec. Comme, Heu, Spider-Man. oui, voilà, exactement. Mais on a une chance, c'est qu'on est en Europe. C'est le premier continent qui ont sorti, une loi sur l'IA, ça s'appelle AI Act. C'est déjà passé, c'est déjà voté, il y a 2 mois et dans ce texte, il y a beaucoup d'obligations, mais aussi beaucoup de règles à suivre. Par exemple, je donne un exemple qui nous concerne. Par exemple, on ne peut pas, utiliser une IA qui détecte l'émotion, des personnes dans un cadre de travail ou d'école. Ça Oui, veut donc ça veut c'est dire vrai que c'est ouais, super intéressant. exclusivement dans la santé. Ouais, parce qu'en fait, là, on arrive quasiment à définir ce que la personne pense, d'une certaine manière. On lit un peu dans sa tête. Donc c'est vrai que si c'est pour une cause qui va être de se dire: «OK, est-ce qu'on a un début de maladie?» et essayer de poser un diagnostic plus tôt et tout ça et essayer d'adapter l'accompagnement, ça marche. C'est vrai que si on l'adapte aux professionnels, ça pose une question très, très compliquée d'intrusion en se disant: «OK, bah, tiens, là, j'ai l'impression qu'il va pas bien, du coup, potentiellement, salarié moins productif, je m'en sépare, quoi». Voilà, exactement. Ouais, c'est Et dans le recrutement aussi, et exactement ça. d'autant plus que nous, on détecte pas que l'émotion, on peut détecter aussi les charges cognitives et mentales de la personne. Et Mmh. donc si c'est mal utilisé dans un cadre, par exemple, un recrutement RH, bah, c'est pas très éthique. Ouais, c'est Pour ça. moi, c'est notre point de vue. Ce qui peut être aussi discriminant si tu as quelqu'un, par exemple, où tu te rends compte que, bah, ouais, il a une difficulté à un moment. On arrive un peu sur une forme de peut-être, déficience handicap, c'est des mots forts, mais du coup, c'est là où ça amène une vraie grosse discrimination, quoi Mmh. Exactement. et une injustice, d'autant que peut-être que, on va dire à l'œil nu et un biais parce que peut-être qu'à l'œil nu, en fait, ça se voit pas, il y a pas de problème. Tu vois? Et Mmh. peut-être c'est ça le truc, hein, c'est en allant chercher trop loin, on peut être, discriminant. Mmh. OK, super. Bah, c'est vraiment un échange, passionnant et ce qui est intéressant, c'est que c'est que le début donc je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter et de voir la suite, sur comment ça avance et tout ce que ça peut apporter. Bien sûr, avec Et avec ben plaisir. merci Alain et puis, à bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.